l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais vous dire bonjour et bienvenue à ce grand débat avec votre serviteur, Serge Nyawa. Le grand débat qui vous amène beaucoup d'informations et à travers ce grand débat, vous avez aussi des informations sur le sujet que nous choisissons. Nous continuons toujours de parler de ce même sujet, c'est-à-dire le Sogo ou le Togo. Voilà. Merci bien, le Togo. Dans ce sujet, il faut dire que le pays Togo a beaucoup de problèmes. Quand je dis beaucoup de problèmes, cela nous amène à voir réellement ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Et depuis 2017, 19 août, le Togo continue d'être en ébullition. Aujourd'hui, il y a une stratégie qui a été mise à la disposition de ce peuple. On ne sait pas si cette stratégie pourra amener le Togo à renouer, sinon à résoudre cette crise. Et pour cela, j'ai sur ce plateau mes chers panélistes pour en discuter. Cette crise togolaise, elle perdure. Beaucoup de manifestations, le dialogue arrive. Est-ce qu'il y a une feuille de route pour aller à ce dialogue? Est-ce que l'opposition aurait-elle accepté réellement d'aller à ce dialogue? Et si oui, quels sont les tenants et les aboutissants? Sinon, je pense qu'on aura encore beaucoup de solutions là-dessus. Et pour faire ce grand débat, j'ai ensemble sur ce plateau mes chers panélistes pour en discuter. À ma droite, j'ai mon confrère Atiso Kwamevi, qui est de la maison. Vous le connaissez bien. Kwamevi, merci d'être avec moi. Merci monsieur Serge Nyawa et merci à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. À côté d'Atiso, j'ai mon cher de tous les temps, mon frère de tous les temps, celui-là que j'ai nommé Yves Kenao, communément appelé Bulldozer. Salut à tous. Accueillez ensemble avec moi Yves Kenao. Kenao, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à toi Serge Nyawa. Merci encore une fois de plus. Je voulais avant de commencer cette émission partager, si je peux le dire, une grande joie. Parce que je suis venu ici, j'ai essayé de me présenter en tant que quelqu'un qui a eu le master. Mais il fallait que je vous amène au moins ce ce livre-là, vous allez l'ouvrir et vous allez me dire ce qu'il y a dedans. Monsieur Yves Kenao. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous laisse. Non, je vous laisse. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur Yves Kenao? Ok. Congratulations. Avec vous le prenez avec votre permission. Et puis vous l'êtes. D'accord, merci. Voilà, avec votre permission, monsieur Serge Nyawa, et avec la permission de monsieur Atiso Kwamevi, qui est de la maison et qui est aussi le secrétaire général de Diaspora Forces de Minnesota, avec aussi la permission de toute la direction de Tempo Afrique TV, je me fais le plaisir et l'honneur de présenter aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Vous pouvez prendre le document. Hein? Et aux fans et aux supporters de l'émission Grand Débat,
le diplôme de Master Degree en Mass Communication de notre confrère Serge Niawa. Alors avec la permission de tout le monde, applaudissons M. Serge Niawa. Félicitations et congratulations. Voilà, je vous dis, il vient de décrocher le master et à l'heure où je vous parle, il fait une thèse de doctorat en Mass Communication sur le Togo et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Serge Niawa. Félicitations encore une fois. Merci mon cher Kenao. Merci en tout cas. Félicitations à M. Serge Niawa. Merci à Tissot. C'est une grande joie pour nous d'apprendre cela, que notre confrère vient de décrocher ce diplôme. Et nos félicitations. Merci encore Yves Kenao. Merci aussi à Tissot. C'était quand même la petite surprise, mon cher Kenao. Vous savez, tout le monde doit avoir ce bout de papier là. Voilà. À qui le tour? À qui le tour? Ça sera à Kenao ou bien à Tissot. Je pense qu'à Tissot s'est engagé, donc je pense que c'est une bonne manière. Et je voudrais inciter à tous ceux qui nous regardent d'en faire autant. Revenons dans notre studio pour le grand débat. Et le thème d'aujourd'hui, comment le Togolais peut-il arracher sa souveraineté avec l'armée? C'est une question qui est posée. Et à côté de cela, nous allons parler du fameux dialogue. Monsieur Kenao, je pense que on parle aujourd'hui de l'armée. Comment le sujet est posé? Comment le Togolais peut-il arracher sa souveraineté avec l'armée? Quand nous savons que l'armée aujourd'hui s'aligne du côté de M. Flor Yassimbe, nous savons comment l'armée a été établie, comment l'armée a été formée jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Kenao, est-ce que vous croyez que le Togolais pourra-t-il arracher sa souveraineté avec cette armée qui a été cousue de toutes pièces par le régime en place? Voilà, d'abord je voudrais dire que le Togolais doit cesser de penser que son armée n'est pas une armée républicaine. Le Togolais doit cesser de penser à cela. Parce que toute armée est une armée républicaine de définition et par définition. Donc le Togolais, je ne sais pas si c'est par ignorance, il croit toujours que c'est chez lui que tout est mauvais, c'est chez lui que tout est worse. Et je demande à tous les Togolais de jeter un regard à travers l'Afrique, un regard à travers le monde entier pour pouvoir apprécier l'armée togolaise. Donc, l'armée togolaise, selon moi, jusqu'à preuve du contraire, ne prend pas en otage le peuple togolais. L'armée togolaise est une armée régulière. L'armée togolaise est là pour défendre le Togo, le peuple togolais, la population togolaise, aussi bien à l'intérieur du Togo qu'à l'extérieur du Togo. Mais est-ce que vous croyez? J'arrive. Ensuite, c'est cette même armée que les Togolais décrivent comme la dernière de toutes les armées qui fait l'ordre, qui rend la paix dans d'autres pays de la sous-région. Tout ce que je voudrais dire, c'est que pour comprendre l'armée togolaise, et c'est pour dire, c'est une erreur grave que nous avions commise depuis plus de 27 ans ou de 30 ans, de jeter toujours un mauvais regard sur les hommes en uniforme au Togo. Dans tout pays, l'armée intervient quand il y a du désordre, même à l'intérieur du pays. Maintenant, revenons à la composition dont tu parles et à l'alignement de l'armée du côté du gouvernement. Pour comprendre cela, vous ne devez pas être un étranger. Un étranger ne comprendra jamais l'attitude de l'armée togolaise. Un étranger ne comprendra, celui qui n'est pas togolais, ne comprendra jamais cette armée togolaise. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette armée togolaise? L'armée togolaise a été créée
par Eyadema. Et cette armée a une histoire. Lorsque le Togo a eu son indépendance, le premier chef d'État togolais, en la personne de M. Sylvanus Olympio, a dit purement et simplement que le Togo n'avait pas besoin d'une armée. Vous comprenez? Le Togo n'avait pas besoin d'une armée. Donc pour le premier président togolais, l'armée n'était pas nécessaire. Que la police et la gendarmerie suffisaient. Vous comprenez? C'est après l'arrivée de Eyadema que le Togo a eu une armée. Faudrait-il attendre combien d'années pour avoir une armée? Un pays sans armée n'est pas un pays. Vous allez me dire que la Suisse. La Suisse est protégée par l'OTAN. Donc c'est une armée que la Suisse a sous-entendu. Maintenant, le Togolais a un adage qui dit Ahovi mklonanyo, Ahovi mklonanyo. Ça voudrait dire quoi? Ahovi mklonanyo. Ça veut dire que le prince n'amène pas les brebis au pâturage. C'est-à-dire que pour l'homme du Sud Togo, l'armée n'était pas, c'était le dernier des services. Ça ne valait rien. Mais maintenant qu'on a besoin de cette armée pour faire un coup d'État, on crie qu'elle n'est pas républicaine. On crie qu'elle est d'une seule partie. Elle crie qu'elle est d'une seule ethnie. Ensuite, historiquement, le recrutement, quand les colons sont arrivés au Togo, le recrutement dans l'armée française se faisait toujours au Nord Togo. Le recrutement n'a jamais fait au Sud Togo. Rarement. Donc, historiquement, les gens qui ont participé à l'armée française du côté du Togo étaient du Nord Togo. Ce que je dis que les historiens et les chercheurs ils peuvent vérifier. Le recrutement au temps colonial se faisait à 90% au Nord Togo et à 90% dans la région de Gnassingbé et Eyadema. Ça explique pourquoi aujourd'hui, si 90% de l'armée togolaise sont du Nord Togo, ça s'explique. Et puis ensuite, je l'ai dit, le Sud Togo avait considéré l'armée comme le dernier des métiers. Vous savez combien on payait à un militaire togolais jusqu'en 91? Je dis par mois et en francs CFA. C'était 1500. Monsieur le journaliste, retenez bien, 1500, ça fait moins de 3 $ par mois. Mais l'homme du Sud Togo a dit, comment ça? Je vais me mettre dans l'armée pour tout le monde, on va me payer que 1500. Je préfère faire autre chose. C'est ce qui a fait que Eyadema, qui voulait bâtir une armée, puisqu'il est militaire de lui-même, a dit, bon, comme les autres ne veulent pas faire partie de l'armée, moi, le Togo doit avoir une armée, j'ai une armée. J'ai besoin d'une armée. Il a recruté ceux-là qui pouvaient constituer son armée. Le Togo ne peut pas attendre le jour où l'Olympio décide d'avoir une armée pour avoir une armée. On ne sait pas quand est-ce qu'on va nous attaquer. Mais l'armée, elle est là. Monsieur le journaliste, encore un fait historique. Cette armée dont on parle, qu'elle est à 90% de la région de Fort Gnassingbé. Cette armée n'a jamais eu un général kabien sous le régime Eyadema. Le premier général, à part Eyadema, c'était un homme du Sud. Les premiers généraux du Togo, de l'armée togolaise, c'était des gens du Sud. Ce n'était pas des kabiens. Ce n'était pas des kabiens. C'est tout récemment, c'est avec Fort Gnassingbé qu'il a nommé des généraux kabiens. Le premier chef d'état-major de l'armée togolaise n'est pas un kabien. Les Tijani, les Amei, les choses là, l'homme de Mouaché là, il y en a plein. Les TP, les Lawson Merlot, le Kofi Congo, il y en a plein. Ils ne sont pas du Nord. Mais aujourd'hui, quand je te disais l'adage que le prince
ne conduit pas les brebis au pâturage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la conférence nationale, on a commencé par payer bien l'armée. Et brusquement, on tourne l'aiguille de la montre à 360 degrés pour dire « Oh, il n'y a que des gens dans l'armée. » Maintenant qu'on a besoin d'une armée pour faire ce qui s'est passé au Zimbabwe ou au Burkina Faso, maintenant il faut attaquer l'armée. Et tous les jours, les Togolais sortent et crient que l'armée togolaise n'est pas républicaine. L'armée togolaise est la dernière de toutes les armées. Elle est quoi? Elle est quoi? Cette attitude-là, monsieur le journaliste, ça, je dois le dire à tous les Togolais qui me suivent, cette attitude n'arrange pas du tout les choses. Plus vous attaquez l'armée togolaise, plus vous insultez l'armée togolaise, plus vous la poussez à soutenir Faure Gnassingbé. Parce qu'elle sait que son seul salut réside là. Pour le moment, je m'arrête là. Donc vous dites que le seul salut de Faure Gnassingbé réside dans l'armée. Je dis, tu n'as pas compris. Le seul salut de l'armée aujourd'hui. Le seul salut de l'armée aujourd'hui réside en Faure Gnassingbé. Donc ce qui fait que elle préfère Faure Gnassingbé. Elle préfère défendre Faure Gnassingbé que de défendre aussi la population, c'est ce que vous voulez dire. Je te donne un autre exemple aussi. Historique. À la conférence nationale souveraine, le fils de Olympio, Sylvanus Olympio, qui est Jules Christ Olympio, qui était le président de toute l'opposition togolaise, est arrivé devant la face du monde entier pour dénigrer l'armée togolaise. C'était en 91. Pour dire que lui va les envoyer au champ. Mais aujourd'hui qu'on a besoin de l'armée pour faire un coup d'État, on demande à cette armée-là, oh, soyez avec nous. Vous croyez que c'est facile? Ce ne sont pas des imbéciles. D'accord. Ce sont des intelligents. On va revenir là-dessus. Si tout ce que je dis est faux, que le Togolais de conscience et honnête me démente. On va y arriver dans la mesure où le Togolais a un chemin, un long chemin. Sinon, l'armée togolaise ne tient pas en otage le peuple togolais. Pour que ce peuple-là puisse arracher sa souveraineté. D'ailleurs, l'armée togolaise ne détient pas la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple togolais. Oui, voilà. Mais c'est l'armée qui prend tout en marche dans la mesure où elle va intervenir dans les autres pays quand on fait appel à cette armée. Et au retour, nous voyons que cette armée impose la paix dans les autres pays. Mais quand elle arrive chez elle, c'est la désolation, voilà. C'est le désordre total. Je te donne l'exemple. Elle tue, elle pille, elle se comporte, elle viole la Constitution. Vous m'excusez. Je te donne un exemple. Vous m'excusez, laissez-moi terminer. Parce que, voilà, elle tue, elle fait tout ce qu'elle veut, elle ne tue pas. Elle oppresse la population. Elle oppresse la population jusqu'à ce que la population elle-même ne sait plus à quel sens s'avouer. Alors, monsieur Kenao, avant de venir à Tissot, parce que Tissot a beaucoup de choses à dire. Monsieur le journaliste, laissez que je vous donne des exemples concrets. Je vous dis ici, pour ceux qui veulent m'entendre, qu'ils m'entendent bien. L'armée togolaise est une armée exemplaire. Je le dis bien, je pèse bien mes mots. C'est une armée exemplaire. Je dis que peut-être que le Togolais, c'est par ignorance, où le Togolais n'est pas sorti pour voir ce qui se passe ailleurs, qu'il croit que tout ce qui est de chez lui, je ne parle pas seulement de l'armée, tout ce qui est du Togo, le Togolais est. Juste parce que Faure Gnassingbé est au pouvoir. C'est une ignorance totale. Mais, monsieur Kenao, je te dis, je vous arrête un peu. Je suis Togolais. Je suis d'accord. Je connais la psychologie des Togolais. Je vous dis que juste parce que Faure Gnassingbé est au pouvoir, tout ce qui vient du Togo, les Togolais haïssent. Mais ça fait 50 ans. J'arrive. Ça fait plus de 50 ans. Est-ce que c'est plus de 50 ans? Vous devez montrer, le Togolais doit montrer de la main gauche sa maison. Et si Faure Gnassingbé n'est plus, il va enlever ça. Mais le Togolais veut un changement, monsieur Kenao. Monsieur le journaliste, je vous pose une question. Ce n'est pas parce qu'un individu est au pouvoir, un individu est à la tête du pays, que vous avez nié votre pays, que vous allez chier sur votre pays. Si vous m'excusez l'expression, vous me permettez l'expression, ce n'est pas ça. Et si demain il n'est pas au pouvoir, vous allez reconnaître ce pays.
sur lequel Mais vous il y avez aura déjà quand même tiré. un changement. Les Togolais veulent un changement. Monsieur Niawa, Allez-y, je voulais seulement monsieur Atisso. intervenir sur le dernier point de monsieur Yves Kenao qui dit que le Togolais montre de la main gauche son pays. Je pense que ce n'est pas vrai. Le Togolais, quel qu'en soit, excusez-moi, sont fiers de leur pays. Quels qu'en soient les problèmes sociaux, lequel Moi, je connais beaucoup de Togolais. Paix à son âme, paix à l'âme de Bella Bello, qui a fait une très belle chanson à propos, que les Togolais chantent toujours. Excusez-moi. Donc, c'est ça, les Togolais aiment bien leur pays. D'accord. Le Togolais aime bien son pays, mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec l'armée, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le Togolais pourra réellement arracher sa souveraineté? Je vous donne d'ailleurs même l'effectif de l'armée. Au niveau de l'armée, nous avons 13 074 hommes. Je continue, on continue. Au niveau donc de l'armée, nous avons 13 000. Nous avons 13 000. Voilà. On va continuer parce qu'il y avait quand même quelques bruits. Donc au niveau de l'armée, nous avons près de 13 074 hommes. Et dans ces 13 074 hommes, nous avons 7 000 Kabyens. Je dis bien 7 000 Kabyens. Et 3 000 originaires de Pia. C'est-à-dire Pia, ça c'est le village de M. Yassimbe. Nous avons 3 000 au sud. 3 000 au sud. Alors, au vu de tout ceci, M. Atisso, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée, avec cette armée, est-ce que le Togolais, l'Andan, comme on le dit, est en train de se manifester depuis le 19 août? Est-ce que ça veut dire, avec l'armée, si l'armée ne voulait pas être du côté de la population ou bien du peuple togolais, est-ce que l'opposition, sinon le peuple togolais, pourra-t-elle changer de stratégie pour que l'armée soit avec elle pour faire des droits ce qu'elle veut? Merci, M. Niawa. La question de l'armée est très sensible au Togo. M. Yves Kenao a donné quelques historiques, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais depuis fort longtemps, le général Gnassingbé Eyadema, je l'avoue, c'est un sage. Aucun Togolais ne dira le contraire. C'est un sage. Mais il a su opposer le peuple de la question du Nord et du Sud. Durant tout son règne, c'est ce qu'il a fait. Il a opposé le peuple, le Nord contre le Sud. Mais aujourd'hui, je pense que les Togolais sont conscients que ce n'est plus le temps, ou bien ce n'est plus question du Sud et du Nord. Donc, je pense que cet équivoque est levé au niveau du Togo. Quand on revient à l'armée, on dit toute armée est d'abord républicaine. Pourquoi je dis cela? Parce que toute armée reçoit des ordres, exécute à des ordres venant des gouvernants, venant de la présidence. Donc, si aujourd'hui, l'armée, en quelque sorte, est en train de jouer le jeu du pouvoir parce qu'ils reçoivent des ordres. Bon, pour venir ici, pour revenir sur votre question, est-ce que l'armée peut aujourd'hui participer à libérer le peuple? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que au temps de Yadema, Yves Kenao l'a dit, l'armée et la majorité, ou bien 90%, voire 95% étaient des gens du Nord, comme toi-même tu l'as dit. Donc, quand il y a des manifestations, l'armée est sûre qu'il n'y a pas un
de ses descendants, c'est-à-dire un membre de sa famille dans la manifestation. C'est pourquoi, dans les années, il avait eu beaucoup de massacres. Les lagunes de Baie, tout ça là. Parce que l'armée est sûre... Fleu Jardin. L'armée est sûre qu'il n'y aura pas un membre de sa famille qui sera parmi les protestants. Aujourd'hui, vous voyez le Togo, les choses ont évolué très rapidement. Même les gens du Nord, au Togo, à l'heure actuelle, il n'y a plus de différence entre les gens du Nord et les gens du Sud. Voilà. Même à Cara. Parce qu'on se marie, tout le monde. Les gens du Sud marient les gens du Nord. Donc, il n'y a plus des gens du Sud et des gens du Nord. C'est pourquoi il faut le reconnaître que, à un certain temps, quand l'armée descend, il tue plus. Mais aujourd'hui, quel qu'en soit les cas, celui qui est devant le peuple a un membre de sa famille dans les manifestants. C'est pourquoi les exactions de l'armée sont un peu diminuées. Donc revenons. Est-ce qu'on peut récupérer cette armée? On l'a déjà évoqué ici, que ce n'est pas toute l'armée qui supporte Faure Gnassingbé. Ce n'est pas toute l'armée qui apprécie les actions. Donc c'est 2%. Aujourd'hui, on nous dit que le Zimbabwe, vous l'avez vu, c'est l'armée qui a pris sa responsabilité. Donc aujourd'hui, ce que Eyadema a fait de l'armée, de sa présidence, c'est ça qui fait que le Togolais a en sa tête que c'est l'armée qui est l'ennemi du peuple. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce clivage. Si par exemple, moi et M. Kenao, ou bien un frère Kabié, un frère militaire, qui est en civil, et nous passons, on dirait que voilà, monsieur le journaliste Atisso est son ami. On ne dira pas que monsieur Atisso est militaire. La seule différence que quand il porte le treillis, c'est ça qui m'a dit. Mais quand il ne porte pas le treillis, il devient un frère. D'accord. Donc, ce que je voulais venir, c'est que l'armée aujourd'hui peut constituer la véritable solution pour cette lutte. Parce que, à ce que je cherche, on ne peut pas chasser un dictateur par le dialogue. Donc le dialogue ça c'est une bonne... On va arriver tout à l'heure au dialogue. Parce que ce qui se profile à l'horizon ne va pas faire partie Faure Gnassingbé. Donc si les manifestations du peuple ajoutées à l'armée qui va venir s'ajouter au peuple, parce que Faure Gnassingbé n'a pas sa sécurité en sa propre main. C'est l'armée qui détient la sécurité de Faure Gnassingbé. D'accord. Si aujourd'hui nous arrivons à conscientiser l'armée, et ce qui se fait d'ailleurs, je pense que 80% de l'armée togolaise aujourd'hui est conscient que Faure Gnassingbé ne les avantage pas. Ils voient ce qui se passe dans le pays. Même le président s'est déplacé la semaine passée pour aller à l'hôpital. Vous avez vu, les photos ont circulé sur les réseaux sociaux avec les lits. Aujourd'hui, l'armée sait que c'est lui qui doit intervenir et que le peuple, maintenant, ne considère plus l'armée comme une armée tyrannique ou une armée qui maltraite le peuple. Le peuple a les bras ouverts pour accueillir l'armée, pour sauver, délivrer le Togo de la main des Gnassingbé. D'accord, je crois qu'on va y arriver. On va y arriver parce que... J'arrive, M. Kenao. On va y arriver parce que aujourd'hui, nous voyons que réellement, c'est l'armée qui peut tout faire. Mais M. Kenao, ouais. Si jamais l'armée décidait de ne même pas être avec le peuple, parce qu'elle sait comment elle a été formée, elle sait comment elle doit agir, et elle reste sur sa constance sans toutefois bouger d'un iota. Et que l'opposition avec le peuple changeait une stratégie. C'est-à-dire, on amène beaucoup de manifestants pour essayer d'être dans les rues sans arrêt. Est-ce que vous croyez que l'opposition réellement peut arriver à ses fins?
Monsieur le Parce que l'armée n'est pas prête. Monsieur le journaliste, je ne vous comprends pas. La façon l'armée n'est pas prête. J'arrive. La façon dont vous posez... Il faut que je pose cette question. La question est si l'armée restait neutre. Voilà, mais c'est la même chose. La population va marcher sur la présidence. C'est la même chose. C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Kenaou. Vous allez comprendre. Voilà. Monsieur Atis, vous venez de dire quelque chose de très important. Avant de répondre à votre question, voici la clé de la solution. L'armée togolaise ne doit pas être conscientisée. C'est le peuple togolais qu'on doit conscientiser. Et je m'explique. Vous prenez le cas de Zimbabwe. Au Zimbabwe, quand l'armée parle, la population respecte l'armée. Au Burkina Faso, la population respecte l'armée. En Égypte, la population respecte l'armée. Ici, aux États-Unis, la population respecte le vétéran, celui qui porte l'uniforme. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez les gens de l'armée, ici, ils sont toujours en uniforme. Oui. Parce que ça fait plaisir, le peuple dit « Thank you for your service ». Qui au Togo a une fois dit « Thank you » à un militaire pour son service? On lui jette la pierre. Mesdames, messieurs, attends, quand Yadema était Yadema, on faisait les patrouilles. Le peuple et l'armée étaient en symbiose. Est-ce que le Togolais conscient peut me dire qu'au temps de Yadema, où on qualifie cela de dictature, est-ce qu'il y avait des problèmes entre peuple et militaire? Non. Oui, il y avait eu des problèmes. Même non, avant la grève, avant les grèves, armée-nation. Avant les grèves, non, je veux dire avant les grèves. Avant les grèves, il n'y a jamais eu. Nous, le Togolais, avec Yadema, a connu ce que c'est que la sécurité. C'est tout récemment, c'est Super Bowl que les Américains ont connu, les militaires dans les rues pour mettre de l'ordre. Nous, on connaît ça au Togo. Et ça marche. En Israël, ça marche. Mais le Togolais a crié que c'est la dictature. On arrive aux États-Unis, on trouve que le Togo était en avance même sur les États-Unis. C'est pour vous dire que c'est au peuple togolais qu'on doit conscientiser pour dire respectez vos militaires, vos hommes en uniforme. Dès qu'ils savent que vous les respectez, vous leur donnez une considération, je vous dis, ils vous retournent la considération. Le militaire, comme M. Atisola dit, c'est un être humain. C'est un père de famille, c'est un petit frère, c'est un grand frère, c'est un papa, c'est une maman. Le sang coule dans ses veines. Alors, il a un cœur comme les autres. Si vous lui faites du bien, il vous retourne le bien. Mais si vous crachez sur lui, il vous retourne votre crachat avec le moyen dont il dispose. N'oubliez pas que le militaire, lui, il a l'avantage de disposer d'une force que nous autres civils, nous ne disposons pas. Alors, dans tous les pays que nous voyons, c'est ce que j'ai dit, que peut-être le Togolais, c'est par ignorance. Parce que vous allez au Zimbabwe, l'armée est respectée. Vous n'allez pas me dire qu'au Zimbabwe, quand il y a manifestation, l'armée ne sort pas pour mater les gens. Si ça déborde. L'armée togolaise n'a jamais maté des gens qui marchent pacifiquement. Mais quand les gens commencent par casser, quand les gens commencent par brûler les magasins, l'armée intervient. Je vous dis que depuis que les manifestations, cette dernière manifestation-là, est-ce qu'on parle de l'armée? C'est parce que les leaders de l'opposition ont conscientisé les marchands. Et ça marche. On ne parle plus de tuerie, on ne parle plus de ceci, on ne parle plus de casse. Nous devons plus sensibiliser la masse, que le militaire n'est pas l'ennemi du civil, que le militaire n'est pas l'ennemi du peuple, le militaire togolais, je vais dire, n'est pas l'ennemi du peuple. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Vous voyez comment les policiers des États-Unis et les Nord-Américains ici sont en difficulté. C'est justement comme le Togo, les militaires du Togo, le peuple. Le Nord-Américain trouve le policier américain comme le dernier, comme un criminel. Et le policier américain trouve le Nord-Américain comme un criminel. C'est ça la situation. Il faudrait conscientiser plus. Et moi, je connais l'armée togolaise. Ce sont des gens intellectuels, ils ont été à l'école, contrairement à ce que beaucoup d'individus racontent, qu'ils n'ont pas été à l'école. Ce sont des diplômés, ils ont été à l'école. Nous sommes restés dans les mêmes classes, sur les mêmes bancs, avec ces officiers. Moi, je connais plein, avec qui j'ai fait les études, même les études universitaires.
Ce n'est pas parce qu'ils portent les treillis que nous allons les juger comme les derniers des êtres humains. Et je demande, et j'ai apprécié même l'effort que les leaders de l'opposition togolaise ont fait ces derniers temps, en canalisant, en conscientisant les manifestants. Je vous dis, c'est très important. Et si l'opposition togolaise continue sur cette voie, je vous dis qu'avant même la fin de 2018, il y aura une symbiose entre ce que vous appelez l'armée tyrannique, l'armée quoi, avec le peuple. Mais c'est cette même armée qui encadre le RPT uni quand ils sont en train de marcher. Est-ce que le RPT uni casse? Elles font, oui, elles font un encadrement juste. Mais de l'autre côté, les manifestants au niveau de l'opposition, même si elles sont bien encadrées, on leur impose l'itinéraire. Ça, c'est une autre histoire. On leur impose l'itinéraire. Ce n'est pas le militaire qui impose l'itinéraire. Non, mais c'est le gouvernement qui impose l'itinéraire. Mais quand le gouvernement, j'arrive à dire ce, quand le gouvernement impose l'itinéraire, on ne sait pas. Tu demandes au militaire qui reçoit l'ordre de son ministre de la Défense ou bien de son ministre de l'Intérieur. Écoutez-moi, monsieur Kenao, écoutez-moi. Je vous écoute bien. Écoutez-moi. On change l'itinéraire, comment on appelle, quand on dit, quand l'opposition dit que moi-même je choisis mon itinéraire directement, le ministre a donné l'itinéraire de l'opposition alors qu'on ne sait pas à l'horizon ce qui va se passer. Donc l'opposition refuse. Pourquoi vous accusez le militaire? Pourquoi vous accusez l'armée? Je n'accuse pas. Je n'accuse pas. On est en train de, on est en train de parler de l'attitude de l'armée togolaise. Maintenant, vous amenez la modification des itinéraires, ça, ce n'est pas l'armée. Ça y va des questions. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y. La question, aux États-Unis, on peut donner l'ordre à un militaire d'aller tuer quelqu'un. Il peut dire non. Parce qu'il sait qu'il a les institutions qui peuvent le protéger. Mais au Togo, le militaire qui est sur le terrain reçoit l'ordre du ministre et s'il ne l'exécute pas, quand il retourne, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, quand vous dites que les militaires encadrent bien les marches du pouvoir, c'est les ordres qu'ils ont reçus. Et au niveau de l'opposition, c'est l'ordre qui vient d'en haut. C'est un autre ordre qu'ils ont reçu. Mais c'est un autre ordre. Eux, ils ne font que exécuter des ordres. Donc au Togo, on connaît tout. Si tu n'exécutes pas l'ordre venant des gouvernants, quand tu arrives à la maison, peut-être que ta famille ne te retrouvera plus. Peut-être qu'il y a eu des épurations comme ça. Donc, voilà, monsieur Atisso, il y a des vérités que nous ne voudrons pas dire. C'est ce que je vais te faire comprendre que pour le cas du Togo, il faut être togolais pour comprendre. Voilà. Donc, je vous dis que monsieur, vous, Serge Niawa qui parlez, si vous êtes militaire togolais aujourd'hui, on vous met sur la rue, vous ne pouvez pas faire autre chose. Que ce qu'il demande. Que ce qu'il demande. D'accord, une question, monsieur Kenao. Ouais. Une question. Nous Nous avons, si vous voulez, monsieur Kenao, appeler pour contredire monsieur tout Kenao, ce que je dis parce que je sais que c'est une vérité absolue. Monsieur Kenao, nous avons la police, nous avons la gendarmerie. Ces deux corps habillés pouvaient réellement encadrer les manifestations. C'est-à-dire en ville, on a la gendarmerie, écoutez-moi, on a la gendarmerie et la police. Quand il s'agit du fait que le Togo, par exemple, est attaqué, normalement, c'est l'armée qui devait intervenir pour protéger l'intégrité territoriale. Mais c'est cette armée qui intervient pour mater encore. Monsieur le journaliste, je vous arrête très rapidement. Les cas sont différents. Je prends le cas de l'Israël. L'Israël a la police. L'Israël a la gendarmerie. L'Israël a l'armée. Qui fait la sécurité en pleine ville en Israël? Dites-moi. Monsieur Niawa, monsieur Kenao, je vais vous dire une chose. Au niveau de l'Israël, il y a danger à tout moment. Vous voyez. C'est un peu différent. Cette histoire de théorie d'école, moi j'appelle ça des théories d'école. Nous avons le mandat de dépasser ça. La police en France, elle fait quoi? La police en France, elle fait quoi? La gendarmerie en France, elle est quoi? Elle est résumée à un rien. C'est ce qui fait qu'une mouche qui passe à Paris a plus de force qu'un gendarme parisien ou un policier parisien. Vous voyez comment on les tue comme des mouches? Le Togo ne doit pas attendre ça. Le Togo est un pays de paix,
est un pays qui protège sa population. Et c'est vous, au Togo, vous ne savez pas que vous êtes bénis d'être né Togolais. Vous êtes bénis d'avoir un peuple qui est le Togo, un territoire qui est le Togo, là. Quand vous allez le perdre, vous allez savoir que vous avez eu un bonheur. C'est un peuple béni, totalement béni. Vous devez l'entretenir, le prendre comme un œuf pour qu'il ne se casse pas. C'est pourquoi je dis encore une fois, et je le répète, j'ai apprécié ces derniers temps l'effort que les responsables de l'opposition, les leaders de l'opposition ont fait. Et ça, je ne peux pas vous mentir, c'est grâce à la diaspora togolaise de Minusora. D'accord. À ce que nous appelons ici Diaspora Forces. Ils ont plaidé cette cause de communion entre l'armée et le peuple. Et nous commençons par avoir les fruits. C'est l'occasion pour moi ici, j'ai jeté des fleurs au secrétaire général de Diaspora Forces, en la personne de M. Atisso Komivi, qui a lutté pour que les leaders de l'opposition Togo comprennent qu'il faut commencer par amadouer les hommes en uniforme. Et nous voyons les fruits. M. Atisso, merci. Continuez sur cette lancée. Et je vous dis que jusqu'à la fin de 2018, vous verrez une symbiose entre l'armée et le peuple. Parce que ça ne sert à rien de continuer par jeter les pierres, de continuer par insulter ceux-là qui détiennent les forces. Monsieur Kenaou, est-ce que vous ne voyez pas, si demain il y a un changement au niveau du Togo, est-ce que vous ne voyez pas que la première personne qui va bénéficier serait l'armée? Jusque-là, prouvez-moi que c'est la première personne. Parce que toutes les personnes qui sont passées ont toujours crié que cette armée-là est tribaliste, que cette armée-là est terroriste, que cette armée-là est tyrannique, qu'il faut la changer. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire. Il y avait n'a jamais eu l'armée. Voilà. C'est Gbagbo qui a essayé de former une armée. Sinon, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu l'armée. Vous voyez comment vous avez des problèmes? Quand les rebelles étaient arrivés, il n'y avait pas une armée. Non, c'est pour dire que l'armée qui occupe maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce sont des milices. Ce sont des milices. Ce n'est pas une armée. Monsieur Nyawa, vous avez posé une question. Si il y a changement au Togo maintenant, qui va bénéficier en premier? Je dirais que c'est les collaborateurs du régime RPT uni. Parce que j'en connais bien des gens très très proches du chef de l'État qui disent que lutter, je suis ici mais je ne peux pas parler, et quand je fais une erreur, c'est toute ma famille qui est exécutée. Donc si il y a un changement aujourd'hui, la personne qui nous dit d'aller lutter et qui a peur de parler, il sera libre de ses actions. Et il peut faire ses business n'importe comment dans le cadre légal. Et il ne va pas avoir peur que s'il fait une erreur, on va éliminer toute sa famille. Donc c'est les collaborateurs du régime qui seront les premiers bénéficiaires du changement. D'accord. Et je dois ajouter quelque chose. Attendez, j'ajoute quelque chose. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens parlent beaucoup, tout le monde veut rentrer dans l'armée? Je vous dis que le salaire avant la conférence nationale souveraine du militaire togolais était 1500 francs CFA par mois. Wow. Je dis bien par mois. Les trilles, les fesses là. Je vous dis, bon, je ne dois pas décrire tout. Mais aussitôt après la conférence, Jules Christ est parti raconter des bêtises sur l'armée. Mais qu'est-ce que Kofigo a fait? Et qu'est-ce que la conférence a fait? La conférence d'emblée a triplé, je ne sais même pas si c'est quadruplé, de 1500, ils sont allés à 32 000 francs par mois. Et aujourd'hui, le grand bénéficiaire de la conférence nationale souveraine, c'est l'armée togolaise. Mais c'est que, justement, ils avaient tellement peur de lâcher Yadema parce que Olympio, Jules Christ avait déjà dit publiquement que lui va les renvoyer. Maintenant, si l'opposition ne rassure pas ces hommes-là, que même avec les changements, ils vont continuer par garder leur avantage de la conférence, comment voudrez-vous? Heureusement, je dis encore une fois, heureusement que les leaders ces derniers temps vont dans ce sens
c'est de faire comprendre aux militaires que les avantages qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a changement, ces avantages-là ne seront pas perdus. Mais quand vous laissez le peuple, les gens jeter les pierres, crier sur vous, vous allez voir quand nous allons prendre le pouvoir. Mais c'est comme ça. D'accord. Justement, pour appuyer ce que M. Yves Kenao vient de dire, je connais beaucoup d'officiers. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, pour prendre leurs responsabilités, c'est d'avoir le soutien, non de l'opposition, mais de la diaspora. C'est tout simplement ce que l'armée togolaise demande aujourd'hui pour agir. Et donc, vous avez parlé. Il faudrait que l'armée ait le soutien de la diaspora. Je crois qu'on a un appel. On va prendre cet appel. Voilà. Donc, comme je le disais, l'armée togolaise, si elle est supportée par la diaspora, voilà. Je pense que elle peut changer d'idée. Ce que vous voulez dire. Elle peut quand même d'idée. Non, parce que elle serait. Ce n'est pas tout que je dois dévoiler ici. Parce que sachez aujourd'hui que l'armée togolaise aujourd'hui n'a pas confiance à certains de l'opposition, mais il veut avoir la confiance de la diaspora pour agir. Mon cher Kenao, ouais. Nous voyons cette armée. Il y a une souffrance au sein de l'armée. Même pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, ceux qui sont les soldats gagnent près de 123 €, c'est-à-dire 85 000 francs par mois. À ces 85 000 francs, il a les dépenses. S'il a une moto, il faut nourrir la famille, il faut s'occuper de sa femme, il faut mettre l'enfant à l'école. Voilà. Monsieur Kenao, avec ce salaire, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que l'armée aujourd'hui, qui ne peut pas aller d'un iota, qui ne peut pas être bénéficiaire, mais qui continue de souffrir, on voit la souffrance de cette armée. Monsieur Kenao, dites-moi si c'est normal. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre peut-être. Vous savez, le métier de soldat, ce n'est pas un métier de gagne-pain. Ce n'est même pas un métier où il faut aller faire des millions. C'est une vocation. Vous avez une fois fait le scoutisme? Moi, j'en ai fait. Le scoutisme, c'est la préparation à une prise de responsabilité sociale. C'est free. C'est pas de volonté. C'est ce qui fait que si vous rentrez dans l'armée pour gagner de l'argent, au premier détonnement, vous allez jeter l'armée fure. L'armée, partout où vous passez, elle est la même. Moi, quand j'étais au Togo, j'avais pensé que c'était l'armée togolaise seule. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu la vie des militaires, des hommes d'uniforme. J'ai dit, oh, donc partout, c'est la même chose. Ce n'est pas au Togo seul. L'armée, en fait, c'est par vocation. C'est ce que je dis aux gens. Si vous avez une armée... Donc, c'est pas l'argent qui les intéresse. En fait, un vrai militaire, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Le peu qu'il trouve pour nourrir sa famille, ça va, un vrai militaire, je vous dis. Mais quelqu'un qui rentre dedans pour l'argent... Quelle est la différence entre... Même ici. Non, quelle est la différence entre aujourd'hui celui qui est habillé, qui est dans l'armée, et celui qui est au sud? Quelle est cette différence? Non, je te donne d'abord la différence entre le cabier qui est rentré dans l'armée au temps de Yadema et la différence entre le cabier qui est rentré dans l'armée au temps de Fort. Le cabier qui rentre dans l'armée au niveau du sud. Voilà, le cabier qui rentre dans l'armée au temps de Fort, lui il rentre pour l'argent. Non, au temps de Yadema. Au temps de Yadema, lui il rentre. Parce qu'on voit qu'ils sont musclés. Parce qu'il trouve que c'est sa vocation. Maintenant, entre l'homme du Sud et le cabier, je t'ai donné déjà la différence. C'est au niveau pécunier. L'homme du Sud a toujours pensé que l'armée, le militaire gagne par rapport à ce qu'il donne, c'est minime, c'est minable. Vous comprenez? C'est toujours question d'argent. D'accord. L'homme du Sud, lui, pense que l'effort que le militaire fournit doit gagner beaucoup. Alors que la grande majorité de l'homme du Nord lui dit c'est faire vocation. Par exemple, un chasseur, il se sent à l'aise quand il va à la chasse, même s'il ne tue rien.
Alors que si vous allez toujours dans l'intention... Parce qu'il a son fusil avec lui. Voilà. Si vous allez toujours, si vous êtes chasseur parce que vous avez toujours l'intention d'aller tuer, ça c'est pas la même chose. Si vous allez une fois, deux fois, voilà, il veut dire quelque chose. Je voulais intervenir un peu sur ce que vous avez dit sur le salaire des militaires. Vous dites $85. 85 000. 85 000, 120 euros. Paix à son âme, l'ancien président de la Côte d'Ivoire avait dit que un jeune Togolais, quand il trouve un boulot, il cherche d'abord à avoir un chèque. Un chèque, voilà. C'est ce que Houphouët-Boigny avait dit. Donc, vous dites aujourd'hui que le militaire est payé. Le militaire est payé à $85 000, 85 000 francs CFA. Ce n'est pas seulement le militaire au Togo aujourd'hui qui se trouve dans le cas. Les enseignants, tous les secteurs sont comme ça. Maintenant, les docteurs, les infirmiers, les docteurs, tout ça là. Tout ça là, c'est comme ça. C'est insuffisant. Donc, on sait que si un jeune Togolais arrive à décrocher un boulot, c'est d'abord chercher un chèque. Comment est-ce que ce jeune va dépenser les 85 000 pour faire des économies et avoir un chèque? C'est ça. Et on nous dit, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est que quand quelqu'un te chasse, te poursuit, et que tu es en face, tu arrives en face d'un mur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas rentrer dans le mur. Tu retournes contre lui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce que le peuple est tellement opprimé, c'est-à-dire affamé, on ne le peut pas. Mais aujourd'hui, le peuple togolais a devant lui le mur qu'il ne peut plus franchir. Donc il fait dos au mur, il fait face à celui qui le pousse. Voilà, d'accord. Il peut faire face à un lion. C'est ça. Mais peut-être que c'est ça qui va faire avec le lion. Monsieur, je voudrais ajouter ceci. Vous savez, chaque fois que je parle du Togo, je dis aux gens, vous devez vivre à Lomé, vous devez vivre au Togo, vous devez être Togolais pour comprendre réellement la situation togolaise. Mais si vous lisez le Togo sur les nets, si vous lisez le Togo dans les bouquins, vous n'allez pas connaître réellement le Togo. Je vais vous dire une chose. Trouver un boulot au Togo, c'est très difficile. Vous n'allez pas vous amuser lorsque vous en trouvez un, de le perdre parce que quelqu'un là-bas vous a dit d'aller insulter fort. Vous allez réfléchir 1000 fois, monsieur Serge. Mais si vous avez lu ça seulement, si vous êtes à Abidjan ou bien à Libreville, vous allez dire, mais pourquoi les Togolais là sont comme ça? C'est parce qu'à Libreville, peut-être qu'ils ont la facilité de trouver les choses. Mais le Togolais, pour trouver un boulot, par exemple le militaire togolais, qui est à 85 000, nous trouvons que c'est rien. Mais lui, il trouve même qu'il ne faut pas qu'il le perde. Et aller à l'encontre de la décision de son supérieur, tu t'imagines qu'est-ce qu'il va gagner? Ça fait que, bon, celui qui est à l'extérieur va trouver le Togolais peut-être qui n'est pas quoi aimer. Le Togolais, c'est un homme responsable, en premier lieu. C'est un grand responsable. D'accord. Monsieur Atisso. C'est ce qui d'ailleurs, quand il y a une marche de RPT Uni, tous les fonctionnaires sont du côté qui sortent de leur boulot pour aller marcher. Parce qu'on leur dit de sortir. Si tu ne marches pas, on leur dit de sortir. Tu perds ton travail. C'est ça le Togo. Si c'est que Monsieur Tikpi Atadam ne demande pas à l'armée de prendre la place de l'opposition, mais plutôt de rester à la place et de jouer le rôle qui est le sien. Est-ce que M. Tikpi Atadam a raison en disant ceci? Bien sûr que oui, parce qu'il a dû constater quelque chose. Voilà, il a raison, parce que dans un pays, dans tout pays, l'armée a un rôle déterminé. Et dans la constitution du Togo, il est écrit que si quelqu'un porte atteinte à la sûreté de l'État, toute personne peut intervenir pour faire échec à cette personne. Donc, si M. Tikpi Atadam demande à l'armée de rester dans son rôle, le rôle aussi de l'armée est aussi de faire échec à celui qui viole la constitution du Togo. Donc aujourd'hui, si Tikpi demande à l'armée d'être dans son rôle, l'armée peut se lever et faire un coup d'état ou bien mettre fort à sa place et prendre les devants des choses. Donc c'est aussi
dans le rôle de l'armée et constitutionnellement. Voilà. Mais le danger, sur ce point, vous avez bien expliqué, M. Atisso, et ça, je suis d'accord avec vous. Le danger, dans ce cas, c'est encore une fois l'imprévisibilité de l'armée togolaise. Si vous ouvrez, c'est un danger, je vous dis, vous ouvrez cette porte-là et que l'armée togolaise faisait un coup d'État, et que cette même armée vous dise qu'elle ne part plus, et que l'armée arrive d'une manière ou d'une autre à convaincre l'opinion internationale, entre guillemets, et s'installer. Nous avons vu le cas de Gnassingbé Yadma. Quand il a fait le coup, il a dit qu'il n'était pas intéressé par le coup, qu'il le remettait aux civils. Mais demain, si l'opposition venait à prendre le pouvoir, est-ce que vous ne croyez pas que l'opposition peut réellement changer l'armée? C'est le danger. Ah, il ne faudrait jamais que l'opposition commence par ça. Nous avons vu cela en Côte d'Ivoire. Je dis que c'est le danger. La Côte d'Ivoire n'est pas le Togo, je t'en prie. Je t'en prie, tu seras surpris. La Côte d'Ivoire n'est pas le Togo. Qu'est-ce que vous voulez dire par changer l'armée? On ne peut pas... Comment changer? Comment changer l'armée? Il dit radicalement comme en Côte d'Ivoire de renvoyer tout cela et tu fais venir les miliciens de Ouattara. Non, ça à vous de déterminer. J'ai dit bien. Il n'y a pas de miliciens. Je dis bien. Au cas où. Je dis bien. Mais vous avez dit que chez vous, au Togo, il n'y a pas de miliciens. Alors que hier, M. Yak, qui est le ministre de l'Intérieur, a parlé des miliciens. Et a dit que il a fait appel à ces gens-là pour leur donner coup de main. Alors que vous dites sur ce plateau. Non, il n'y a pas de miliciens de l'opposition. Il n'y a pas de force de miliciens. En présence. Mais s'il y a miliciens, il y en a. Et moi, je ne considère même pas. Moi, je ne considère pas comme un problème. Comme miliciens, c'est des gens qui sont dévoués à servir le régime en place jusqu'à leur mort, qui se déguisent en miliciens. On va avancer parce que... Voilà ce que je vais dire. On va avancer. Moi, ce que je dis sur ta question précisément, moi, c'est ce que j'ai dit. Ce que tu as dit par rapport à la déclaration de Atipi, c'est normal. L'armée peut le faire. Mais le danger au Togo, je vous ai expliqué. Si vous ouvrez cette porte-là et que ceux-là prennent ça, ça vous sera difficile de... Ce n'est pas moi qui ouvre la porte. Non, je dis non. Oui, mais c'est la Constitution même qui l'instaure. Et aujourd'hui, vu la lutte de la CEDEAO, je ne pense pas que les militaires peuvent arriver et s'éterniser. Mais je pense que monsieur... Moi, je veux pas. On a vu le cas de Burkina quand... Moi, je ne veux pas courir. En tout cas, moi, Yves Kenao, je ne cours pas le risque. Mais monsieur Kenao, c'est passé. Ils ont fait une négociation à l'amiable, mais bon. Je ne cours pas ce risque-là. L'armée togolaise est le plus militarisée au monde, dans le monde entier. Il n'y a pas une armée. Non, elle ne dépasse pas l'armée américaine quand même. Je suis d'accord. Monsieur Kenao, cela a été... Parce que quand on parle de cela a été dit et ça se vérifie du fait que cette armée aujourd'hui américaine est sur le sol togolais. Toute armée aujourd'hui réunie sur le sol togolais. Mais l'armée togolaise, on fait confiance à cette armée. Demain, si celui qui passait au pouvoir, comme je l'ai dit, peut-être qu'il va passer à réellement redynamiser l'armée. Parce que aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'armée avec Ford, on parle de pillage. Chacun a peut-être ses bœufs, chacun a son élevage, chacun a beaucoup de choses de l'autre côté. Donc elles font des travaux parallèlement à ce qu'on lui demande. Alors qu'un fonctionnaire, quand tu es fonctionnaire, tu dois assumer ce que c'est qu'un fonctionnaire, mais tu dois plus faire un autre travail à côté. Monsieur le journaliste. Monsieur Nyawa, je pense que si tu es un fonctionnaire, tu as des heures de travail. Si tu finis ton travail, si toi-même tu as quelque chose à faire, comme ton propre business, tu peux le faire. Donc, Monsieur Atisso, je suis d'accord, mais ça est dans la loi d'un fonctionnaire. Monsieur Kenao, je continue. Monsieur, non, je vais répondre à votre question. Il y a longtemps que le régime Gnassingbé serait balayé par les manifestants de rue si l'armée togolaise avait observé une certaine neutralité lors des multiples crises socio-politiques qui frappent aujourd'hui le Togo. Ça c'est vrai. Voilà, monsieur, je reviens un tout petit peu. J'avais voulu vous poser cette question-là.
pourquoi le Togolais qui n'aime pas l'armée, fondamentalement le Togolais est contre l'armée, fondamentalement et surtout le Sud-Togo, il faut qu'on le dise. Parce que le président fondateur, le père de l'indépendance, avait cultivé cela dans la tête des Togolais. Voilà, c'est Eyadema Gnassingbé qui a mis ça dans la tête d'Eyadema. Et c'est ce qui fait que la population et l'armée sont comme des chiens et des chats. Bon, maintenant, tu reviens encore sur l'armée. Pourquoi attaquer l'armée? Pourquoi constitue que l'armée est un obstacle au développement du Togo? Pourquoi? Je vous pose, toi, journaliste. Mais le colonel Ama... J'arrive. Le colonel Ama Olivier, même qui a été de l'armée et qui est parti... Il faut quoi? Je vous dis, c'est cela que tu n'as pas vu, il a fui comme un petit chien. Au premier détonnement, le type, il a fui. Un militaire ne fuit pas. Un vrai militaire ne fuit pas. Il fait front à la chose. Mais s'il était là, peut-être que ça serait arrangé. Heureusement qu'il a quitté les rangs. C'est cela que nous avions pour défendre le Togo. Si le Togo était attaqué, ceux-là, ils vont fuir, laisser le Togo. Je vous dis ceci, là, messieurs les journalistes, que les Togolais cessent d'attaquer l'armée togolaise. Je vous le dis, je vous le répète. De deux, s'il y a changement, nous sommes ici sur ce plateau pour donner des conseils, pour orienter la classe civile et les opposants et tout le monde. Mon conseil, et c'est le conseil de Yves Kenao, je regarde bien dans la caméra pour vous le dire. Vous qui allez arriver au pouvoir, si vous ne composez pas avec l'armée togolaise, votre durée elle est très courte. C'est une armée d'une 50aine d'années. C'est une armée qui connaît bien ce petit Togo. C'est une armée, les gens sont rentrés dedans pas pour gagner de l'argent. Mais si vous voulez faire quoi que ce soit, réfléchissez 2, 3, 4 fois et amenez les gens progressivement. Mais si vous arrivez comme nous l'avons fait durant la conférence nationale souveraine, vous allez payer le prix. Et les gens en ont payé après la conférence parce qu'on a voulu radicalement changer les choses. C'est une armée d'une 50aine d'années. Allez progressivement. D'accord. Je vous ai entendu parler... Monsieur Ignawa... Non, attendez à ce qu'il finisse. Je vous ai entendu parler, quand j'entends les gens parler, c'est comme si ça serait... Boum, on vient, chef d'état-major, on remplace tous ceux qui étaient là, on les chasse comme des chiens et on amène d'autres. Si vous faites ça, je connais le Togo. Parce que lui, il ne va même pas faire le temps de Kofigo. Ça, je vous le dis. D'accord, M. Atisso, rapidement. Oui, très rapidement. Je pense que tout président, même Faure Gnassingbé, quand il est arrivé, il a commencé par changer quelque chose dans l'armée. Donc, oui, tout président qui va changer doit faire un certain ménagement dans l'armée, mais ça devrait être progressif, comme M. Yves Kenao l'a dit. Et vous avez aussi évoqué Olivier Ama. Moi, je qualifie Olivier Ama d'un militaire courageux. Parce que, à un certain moment, lui, il était en avance sur les autres. Il a vu que ça n'allait pas. Que l'armée doit prendre sa responsabilité. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Que l'armée doit prendre sa responsabilité pour dégager le pouvoir, qu'il voit que le pouvoir ne sert pas le Togo. Ça, c'est un poignée d'individus. Même le président de la République, Faure Gnassingbé, l'a dit sur les médias, que c'est un poignée d'individus qui bénéficient du Togo. Donc Olivier Ama est courageux, mais on nous dit qu'un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Lui seul ne peut pas non, faire... Mais il y avait beaucoup. Il y avait le François Boko. Oui, c'est François Boko. Autant de François Boko. C'est un autre lâche aussi, ça. Non, si c'est que il avait d'autres. Olivier Ama autour de lui, il pouvait le faire. Mais un seul, comme je l'ai déjà dit, un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Vous avez aussi évoqué le cas de Tipi Achadam. Et vous avez dit que si l'armée togolaise restait neutre pour les manifestations, est-ce que la population n'aurait pas délogé fort? Oui.
c'est dans ce, je pense voilà, que c'est dans ce sens que Tipi Achadam demandait à l'armée de rester neutre. Vous allez me dire qu'un président de la République qui a sa garde, à quoi ça sert d'avoir une garde quand vous dites que de laisser... c'est ce que je dis. Non, entre la politique et la pratique, entre les théories et la pratique, c'est autre chose. Je comprends ce que avant que la population n'arrive à la présidence, il y a des militaires que la population doit traverser. Je comprends ce que tu dis. Si la garde du président voit que la garde, ils sont contenus, ceux qui sont devant eux, la garde ne peut rien faire. D'accord, on va essayer d'aller en pause de publicité. Okay. On lui fait signe qui a la publicité. C'est ça qu'on appelle garde. D'accord. C'est la différence entre... On revient encore sur ce plateau. Monsieur Kenao n'est pas armé. Je vous en prie, on revient rapidement sur ce plateau après la publicité. Vous à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Merci pour tous ceux qui suivent ce grand débat aujourd'hui. Le thème de ce grand débat, vous l'avez connu. Est-ce que, sinon comment, le Togolais, avec l'armée militaire togolaise, bien sûr, pourra arracher la souveraineté togolaise? On va essayer maintenant de parler du deuxième volet de notre émission qui s'intitule le dialogue, mais bien avant ça, on va ouvrir une petite parenthèse. M. Atusso l'avait tout à l'heure dit. Le président Florent Yassingbe, nous avons vu qu'il a été à l'hôpital au CHU de Lomé, je ne sais pas si c'est Sylvanus. Sylvanus. Nous savons aujourd'hui que la plupart de tous ceux qui travaillent dans cet hôpital se plaignent beaucoup. Il n'y a pas de matériel. Vous avez vu le lit sur lequel était couché, même le malade. Et à côté de cela, il y a un lit où le matériel est totalement déchiré. Mais le président est allé rendre visite à ce malade. Monsieur Kenao. Oui. Comment vous qualifiez Monsieur Florent Yassingbe qui voit l'hôpital tout à fait délabré? Il y a les scanners qui ne sont pas en bonne condition. Si on amène peut-être les malades, il faut aller en ville, dans d'autres institutions pour faire les analyses. Mais le CHU de CHU devient un mouroir. Les Togolais en parlent. Même les docteurs qui sont là-dedans, ils ont grévé la fois dernière, ils en parlent. Le président, hier, de ses yeux, est-ce qu'il n'a rien vu? Mais, vous savez, il y a des choses qu'on doit comprendre. On va comprendre. Vous avez quoi? dit qu'il a été hier. Et s'il n'avait pas été? Monsieur Kenao, ce sont des... J'arrive. Le président a un ministre de la Santé. Le président a un conseil de... Le gouvernement a un conseil de ministres. Vous êtes en train de toucher un problème. Vous allez me dire que c'est au président de la République de visiter tous les lycées du Togo. C'est le président de la République de visiter l'université du Togo. C'est le président de la République de visiter le port du Togo. C'est le président de la République de visiter le marché du Togo. C'est pourquoi le président, un président qui commence à faire ça, c'est ce que nous allons appeler centralisation à outrance. Personnalisation du métier à outrance en un seul individu. D'accord. Le président a des départements ministériels. Ceci-là, on ne devrait même pas en arriver là.
Puisqu'il y a un ministre de la Santé. Non, il faudrait qu'on arrive là, M. Kena, pour dégager les responsabilités. Non, ce que je dis, voilà. On ne devrait même pas attendre que le président Faure visite le CHU Sylvanus Olympio de Lomé pour qu'on sache qu'il n'y a pas de lit, pour qu'on sache qu'il n'y a pas de médicaments. Le ministre de la Santé, s'il avait fait son travail, il devrait présenter un rapport à chaque conseil. Même les scanners qui ont été amenés ont été détournés. J'arrive. Le ministre de la Santé devrait faire l'état des choses, Des lieux. l'état des lieux durant chaque conseil des ministres. Et ceci pour tous les départements ministériels. L'éducation allait à l'université du Bénin. À l'université, à notre temps on l'appelait l'université du Bénin. Maintenant c'est l'université de Lomé. UT. D'accord. Donc, oui. Voilà. Même à l'université de Lomé, si vous allez les amphis, les fauteuils, là où nous on allait pour faire les TD, les fauteuils, les sièges là sont enlevés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de NACO. Les bâtiments sont vieux de 1800. Mais tout ça là, ce sont des rapports. Si aujourd'hui Fonia se rend à l'université, on va dire qu'il n'y a pas d'électricité dans l'amphi. Mais ça existe alors nous parlons. Mais je rends grâce à Dieu que en fait, le président de la République est allé sur les lieux Pour voir de ses pour propres voir de yeux. ses yeux l'état délabreux du centre de santé, de l'hôpital, où on doit soigner la population, où on doit soigner la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise qui est la relève de demain. Et moi, ce n'est pas la visite qui m'intéresse. Ce n'est pas l'état délabreux qui m'intéresse. Qu'est-ce que le président de la République qui a été, qu'est-ce qu'il fera pour changer ces choses? C'est tout. D'accord. Merci, M. Kenao. Monsieur Atisso, non, vous allez intervenir parce que c'est vous qui avez soulevé le problème. Monsieur Atisso, Monsieur Atisso, Monsieur Atisso. Je voulais commencer Écoutez, par... Monsieur Atisso. Ok. Écoutez, Monsieur Atisso, parce que est-ce que vous voyez, parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit, que je suis président, j'ai un ministère, j'ai le premier ministre, j'ai la gendarmerie, j'ai la police. Chacun fait son travail. Et moi, en tant que le président de la République, je ne peux pas faire le travail à la place des autres. Est-ce que ça veut dire que demain, Faure, en voyant tout ceci, va essayer de prendre au moins des engagements à réellement suivre par le Premier ministre tous ces ministres qui ont été ministres et qui ne font rien et qui sont là seulement pour quand même amuser de la galerie, attacher la cravate comme le Kodjo et aller dans les bureaux, alors que le Togolais est en train de mourir dans les hôpitaux. Le Togolais au niveau des recettes même, il n'en profite pas. Voilà. Le Togolais au niveau de peut-être, comment on appelle, des autres institutions, ça ne va pas. Mais est-ce que vous voyez que M. Faure n'a pas... c'est une manière de piéger ses ministres et puis peut-être commencer à les changer? Monsieur Nyawa, Faure ne va rien faire. Je sais de quoi je parle. Vous le connaissez. Si c'est quelque chose se passe aux États-Unis, sur le champ, le ministre en question, qu'est-ce qui lui arrive? Il démissionne. Voilà, voilà. Et si Faure allait faire quelque chose, c'est depuis quand il a été à l'hôpital? S'il allait faire quelque chose, il devait révoquer le ministre là. Le ministre là doit s'expliquer et démissionner. Comment s'appelle le ministre de la Santé togolais? Moi je ne connais pas ça. D'accord. Ça veut dire qu'il doit démissionner à partir du moment où Faure Yassimbe est allé à l'hôpital. Et dans tout le monde entier, on nous montre des lits. Le président de la République qui regarde un malade avec un lit déchiré. Je vais vous raconter mon propre histoire. J'étais arrivé sur le campus de l'université de Lomé en 2003. Aujourd'hui, quand je quitte la maison le matin pour uriner, je dois encore revenir à la maison. Pourquoi? Le soir pour uriner, je me suis entraîné comme ça. Pourquoi? Parce que le premier jour où j'étais arrivé sur le campus universitaire de Lomé, j'avais besoin d'uriner. Je suis parti dans le WC, dans les toilettes. Oh, je t'assure, je me suis dit que je ne vais jamais rentrer dans cette toilette encore. Donc c'est comme ça, je me suis mis sur moi de m'entraîner.
Quand je urine aujourd'hui, quand je vais me laver, je urine. Quand je vais encore me laver le soir, je vais uriner. Wow. Donc je me suis habitué comme ça. Pour ne pas aller dans les moment où vous êtes en train de faire j'adopte ça jusqu'à la fin des classes, ok. Yeah. D'accord. Donc c'est pour vous dire que au Togo, à l'heure où je vous parle, toutes les choses, tous les secteurs doivent être refaits. Ce n'est pas seulement l'hôpital. Non, mais on a vu quand même cette épreuve. Je crois que ça va permettre au chef de l'État d'ouvrir réellement les yeux et contrôler maintenant tous les ministères qu'il a mis là, qui ne font même pas leur travail. C'est ce que je dis. Le chef de l'État ne va rien faire. S'il allait faire quelque chose, la nuit même, quand il a un premier ministre. Il a un premier ministre. Il s'agit de la vie des. Peut-être qu'il attend le prochain conseil. D'accord. On revient à la maison, il appelle le téléphone. Il prend le téléphone, il appelle son ministre. Peut-être qu'il a déjà fait. Le ministre fait aussi. Peut-être qu'il a déjà fait. Peut-être qu'il a déjà fait. S'il a fait, on saura qu'il y a eu remaniement ministériel. Mais je crois c'est pourquoi je dis que. Mais nous allons au dialogue. C'est pas maintenant qu'il faut faire un remaniement ministériel. On va finir. Peut-être. Monsieur. On lui donne le d'accord. Et le bénéfice du doute. Monsieur Kenao. Ouais. Asigbalo. Agbavia. Est-ce que c'est ça qui va réellement enlever Foy Assingbe? C'est Agbavia même. Dis-moi. Non. C'est à vous que je pose la question. Est-ce que c'est ça qui va enlever Foy Assingbe? Monsieur. Si tu répètes ça, ça coûte à ça. Est-ce que c'est ça qui va enlever Foy Assingbe? Asigbalo, Agbavia, à tout moment. Est-ce que c'est ça qui va faire partir fort? Je pense que je l'ai déjà dit. Serge, tu vas me tuer. Allez-y, nous allons au dialogue aujourd'hui. Allez-y. Tout en sachant que un dictateur ne peut pas être. Le dialogue ne peut pas faire partie d'un dictateur. Comment tu dis cela? Le dialogue ne peut pas faire partie d'un dictateur. Le dialogue a fait partie et il y a demain. Quel est demain? N'eût été encore une fois l'erreur de la classe politique et il y a demain par dialogue était parti. La conférence nationale souveraine. Non. Et demain était là et il est parti en 2005. Donc, le dialogue ne peut pas faire partie d'un dictateur. Dans le monde entier, quel dictateur est parti par le dialogue? Je te donne l'exemple de Yadema. Monsieur, il a eu la prise de la Bastille pour libérer la France. Et il a eu la prise de Ouaga pour faire partie Blaise. La prise de Ouaga. Oui. C'est la prise de Ouaga. Il a eu l'avènement de la CEDEAO pour faire partie Yaya Jammeh. Donc aujourd'hui, si nous allons au dialogue, c'est pour adopter des compromis. C'est pour adopter le minimum de compromis, de conscience. C'est ce qu'il a toujours dit ça. Minimum de consensus. Donc, si vous demandez si c'est Asigbalo ou bien c'est Agbavia, Asigbalo peut le faire. Et Agbavia, dans le cas où toute la population, toutes les couches de la population prennent conscience, y compris les militaires. C'est très important. Et dans le cas contraire, Agbavia, c'est très facile parce que si les militaires prennent conscience aujourd'hui et qu'ils disent que nous allons prendre notre responsabilité, je l'ai déjà dit, Foy Assingbe n'a pas sa sécurité en sa propre main. Donc c'est ça, Asigbalo peut le faire et Agbavia le ferait plus vite. Monsieur Kenao, nous avons eu près de 25 dialogues depuis la création même de M. Yadema. Ça fait le 26e maintenant. Tous ces 25 dialogues n'ont rien donné du fiasco jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un... C'est ce dernier qui va donner ce dernier dialogue. C'est lui qui va donner quelque chose. Ce dernier dialogue, monsieur Kenao, nous ne connaissons pas la feuille de route de ce dialogue. Non, il y a la feuille de route. Au dialogue. Il y a la feuille de route. Ils se sont mis d'accord sur 4 points. Quels sont les points? Je vais vous trouver des points. D'accord. Donc, monsieur Atisso, avec ce dialogue-là, est-ce que nous croyons que réellement l'opposition a-t-elle mûri sa conscience réellement pour aller à ce dialogue? Est-ce que vous ne voyez pas que M. Faure, c'est pour endormir encore l'opposition? Parce qu'on l'a vu au temps de Jean-Pierre Fabre, l'opposition n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on va à un dialogue.
On ne connaît pas la feuille de route, comme je l'ai dit. L'opposition n'a pas aussi dit son dernier mot, mais l'opposition s'en bat. L'opposition s'en bat. J'ai trouvé ça. À l'issue des échanges et des consultations avec les principaux acteurs, notamment le gouvernement et la coalition des 14 partis, les points ci-après ont été convenus. L'ouverture du dialogue politique, ok, les préoccupations de la coalition des 14 partis concernant les partis faisant chose de les libérer, donc libération des gens, hein, c'est sur ce point-là. C'est tout. C'est des Monsieur Kenao. C'est sur ça qu'ils vont débattre dans le dialogue. Monsieur Kenao, oui. Croyez-vous que ça c'est une feuille de route? Les autres cas, ils disent les autres personnes, maintenant, 5e point, la liste des participants et l'agenda du dialogue seront déterminés dans le cadre des travaux préliminaires. Monsieur... Donc, ils vont commencer, c'est là que je voudrais intervenir. Monsieur Kenao, Monsieur Kenao, est-ce que Monsieur Kenao, vous avez lu une feuille de route tout à l'heure, mais est-ce que vous croyez que ça c'est une feuille de route pour que l'opposition soit satisfaite de ses prérogatives? Ça c'est une feuille de dupe, Monsieur Kenao. Okay. Est-ce que vous croyez que c'est un communiqué des conjoints du gouvernement et des 14 partis de la coalition? Maintenant, si vous me demandez, est-ce que ça là d'abord, ça sera discuté et trouver un accord avant d'aller au dialogue? Ça c'est le dialogue, ils vont ouvrir le dialogue avec ça. Mais, monsieur, maintenant, est-ce qu'ils vont finir, seront d'accord sur ces points-là avant d'attaquer en aucun cas? Avant d'attaquer... Monsieur Kenao, je crois que vous avez touché le vrai problème, parce que en allant aujourd'hui à ce dialogue, la fameuse phrase « en aucun cas » ne doit même pas manquer dans la tête de l'opposition. Voilà. Voilà, il va aller débattre. Mais est-ce que le président Foua pourrait l'accepter? Bon, je reviens tout de suite. Allez-y. Vous savez, si on a eu 25 dialogues auparavant et qui n'ont pas marché, c'est pour simple raison qu'il y avait trop des intérêts personnels et égoïstes de la part des acteurs politiques. Il y avait trop de calculs politiques d'arriver au pouvoir. Tu sais, le problème du Togolais, ce n'est pas le poste de Premier ministre. Ce n'est pas être ambassadeur du Togo des États-Unis qui l'intéresse. C'est être président. C'est être président. Oh, le poste de président, c'est un seul poste. Ce n'est qu'une seule personne. Et nous avons une vingtaine de personnes qui pensent, qui sont qualifiées pour être président. Alors que ce n'est pas aussi une... Donc, ça fait quoi? Ça fait qu'à chaque négociation, les gens trouvent que leurs intérêts ne sont pas protégés. Il faut bouder l'accord là. Parlons de ce dialogue, parce que le tout dernier, avant celui-là, le tout dernier accord de Ouagadougou, si l'opposition togolaise s'était seulement fermé les yeux pour dire la loi n'est pas rétroactive, je dis ça honnêtement, ça fait depuis 2010 ou 2012, si l'opposition avait dit que la loi n'est point rétroactive, aujourd'hui Fort sera en fin de mandat. Et le mot en aucun cas, même, on ne va même plus le dire parce qu'il aurait déjà fait les 2 mandats qu'on lui a donnés, les 2 nouveaux mandats. Parce qu'en 2012, qu'est-ce qui a fait que les accords de Ouaga, de Blaise Compaoré n'ont pas été appliqués? C'est le mot rétroactivité de la loi. Et les gens ont pensé que, si on dit ça, j'ai 60 ans, si on dit ça, j'aurai 70 ans, je ne pourrai pas être président. Pourquoi j'ai lutté jusqu'à présent? Quelqu'un a calculé, j'ai 55 ans. Si on ajoute 10 ans, oh, je ne serai pas ceci là. Non, ça doit être maintenant. D'accord. Alors qu'en ce temps-là, en 2010, si on avait accepté, ou 2012, si on avait accepté ces accords-là, que la loi n'est pas rétroactive, Fort allait commencer à zéro. Et de cette année, en 2020, il ferait 2 mandats et on ne parlerait même plus. Puisque tout le monde serait d'accord qu'il recommence le mandat. Bon, aujourd'hui, on a dit non. Mais et cet accord que nous allons commencer le jeudi, moi, les 4 points qu'ils appellent préalables, tu sais pourquoi je dis que ce dialogue a déjà échoué avant de commencer? Tous les dialogues qui commencent
par les préliminaires, ne finissent même pas par trouver satisfaction préliminaire. D'accord. Monsieur Kenao, si demain... Moi, j'avais pensé que ce qu'on vient de nous dire, que ça sera discuté dans le dialogue avant même de commencer les vraies choses. J'arrive. C'est que on devrait commencer très rapidement par parler que ceci-là a été déjà discuté lors des travaux des chefs d'État de la délégation du Guinée et du Ghana. Et maintenant, on nous donne l'ordre du jour. D'accord. Moi, ça là, ce n'est pas l'ordre du jour. D'accord. Monsieur Atisso, oui. On vient de donner, comment on appelle, une feuille de route. Une feuille de route qui a été lue rapidement. Est-ce que vous croyez que ce dialogue qui va commencer avec cette feuille de route-là pourra amener l'opposition réellement à accepter ce qui va sortir, les résultats qui vont sortir de ce dialogue? Merci, M. Nyawa. Je pense qu'avec ce que M. Yves Kenao nous a donné comme feuille de route, ça ne va aboutir, ça ne peut pas aboutir à ce que l'opposition escompte. Mais revenons un tout petit peu. M. Kenao nous a dit sur papier que si tout le monde acceptait la non-rétroactivité, à 2012 et que 2010. Et aujourd'hui, Ford n'allait plus se présenter. J'avoue que le RPT uni a des moyens, des calculs qui vont faire que Ford va exister. Je vous assure que aux yeux de tout le monde entier, on prend les choses à zéro, le compte est à zéro. Monsieur, le monde entier n'hésite pas. Aux yeux de tout le monde entier, les militaires ont pris les urnes, ils ont couru, mais les élections sont validées. Monsieur Kenao, le RPT uni, je les connais, je connais bien la maison. Même si on acceptait, je l'ai déjà dit, le dialogue ne va pas faire partie d'un dictateur. Mais le Togolais lambda est conscient. Et les jours à venir vont me donner raison. Est-ce que le dialogue ne va pas faire partie forte. Est-ce que réellement, M. Kenao, on n'a plus de temps, est-ce que réellement on peut aller au dialogue avec un dictateur? Voilà, c'est ce que je dis. Le Togo a été... Et qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait quoi? Ça donnait un résultat très 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 positif. La conférence nationale, je le répète, qui a donné tous les pouvoirs à un premier ministre Kofigo. Joseph Kofigo. D'accord. Selon Joe avait tous les pouvoirs. C'est comme ça, c'est son petit nom, Joe. Son malheur, c'est qu'il n'a pas su retirer la nationalité de Kofi de Souza. Voilà. Or, ce que je voudrais vous dire, il suffisait que les opposants soient un peu patients. Kofigo voulait être président de la République. Donc il pensait prolonger la transition pour qu'il ait 45 ans et être candidat. C'était le malheur. Et finalement, Ford Eyadema a repris ses pouvoirs. Alors que si c'était mis au travail pour organiser le référendum dans les 12 mois, Eyadema n'avait aucun pouvoir. D'accord. Maintenant, Eyadema est revenu, maintenant c'est lui qui a constitué sa commission. On va aller rapidement parce qu'on n'a plus de temps. On nous dit qu'il nous reste que quelques 5 minutes, on n'a plus le temps. Monsieur Kenao, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, c'est intéressant. Ouais. Si jamais, en allant à ce dialogue, et que le dialogue échoue, c'est le référendum. On sera en face de quoi? C'est le référendum. Le dialogue même, c'est le référendum. Il demande si le dialogue échoue. C'est le référendum. Si le dialogue échoue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez que l'opposition va mener une certaine révolution? Si le dialogue échoue. Il faut faire la révolution. La révolution ne se fait qu'une seule fois. Le Togo a connu comme une révolution. Bon, moi je ne les appelle plus révolution. Puisque la révolution ne se fait qu'une seule fois. D'accord. La France a fait une seule la révolution. Les États-Unis ont fait une seule fois la révolution. L'Égypte a fait la révolution. L'autre fois, vous avez vu comment on les a matés. Et personne n'a parlé de ce peuple. C'est pourquoi je vous dis que si ceux qui tiennent le Togo, ceux qui dirigent le Togo, décident que Faure Gnassingbé soit au pouvoir, ce dialogue-là n'est que
formalité. D'accord. Le dialogue n'est que formalité. Je crois que M. Atisso n'a plus de temps. On va en direction du dialogue et du référendum. D'accord. Monsieur Atisso, je crois qu'on n'a plus le temps. De toute façon, quand on parle de référendum, on sait ce qui est dans le référendum. On connaît déjà les résultats. Votre dernier mot, monsieur Atisso. Je voulais tout simplement Vous avez 30 secondes, monsieur Atisso. Saluer toute la diaspora qui nous suit et leur demander de rester déterminés. Le peuple togolais aussi, que c'est l'opposition qui va au dialogue. Le peuple n'est pas au dialogue et le peuple aura le dernier mot. Je vous remercie. Monsieur Kenao. Voilà, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. Et je voudrais tout simplement rendre hommage à la diaspora togolaise pour sa contribution dans la prise, pour sa contribution dans la résolution de la crise au Togo. Et je tiens sincèrement à remercier son secrétaire général pour l'effort qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait à réussir à faire comprendre aux leaders de l'opposition togolaise qu'il faudrait amadouer l'armée togolaise. Et je demande au peuple togolais de changer un peu de comportement vis-à-vis des hommes en uniforme au Togo, de les amener à comprendre que la lutte que les gens de la rue mènent concerne aussi l'armée togolaise, concerne aussi les hommes en uniforme. En menant cette lutte conjointe armée-nation, le peuple togolais sera libre et prospère. Cessons de diaboliser les hommes en uniforme au Togo. Et à l'opposition togolaise, aux leaders de l'opposition togolaise, je dis bien, je tiens à leur remercier sincèrement de l'effort qu'ils ont fait pour faire comprendre à leurs sympathisants, à leurs membres, l'importance de bien traiter les hommes en uniforme. C'est la seule chose que nous n'avons pas encore essayé au Togo durant 27 ans. Et nous avons commencé par l'essayer. Nous avons commencé par voir les fruits, par obtenir les fruits. Et je vous demande, chers leaders de l'opposition, de continuer dans cette sensibilisation. La victoire se trouve au bout de cette idée. Je vous remercie. Merci donc M. Atisso, merci mon cher Kenao, merci à tous ceux qui ont suivi ce grand débat depuis les États-Unis. Je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine, mais il sera maintenant à l'opposition de se faire déterminer car le président Faure Gnassingbé, comme vous le connaissez, c'est le président, il se pourrait que on nous dise, papa dit de garder le pouvoir. Donc, il faudrait que ce pouvoir soit gardé soigneusement avec beaucoup de fatigue, mais il est toujours au pouvoir. Vous avez le dialogue bientôt. On espère que ce dialogue ne va pas accoucher d'une souris et que les Togolais pourront réellement se retrouver tous pour qu'on puisse acclamer le Togo parce que c'est un point stratégique. C'est une région, en tout cas, qui est convoitée dans tout ce monde entier, économiquement. Merci à Malik. Politiquement, militairement. Merci. Merci à Malik Sall qui a assuré la production de cette émission. Et je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que
l'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.